Le plus grand avion du monde a été détruit dans une guerre, mais il pourrait bientôt voler à nouveau. L'Antonov An-225, connu sous le nom de Mriya, qui signifie rêve en ukrainien, était un colosse de la guerre froide, construit pour transporter la navette spatiale soviétique. Après l'effondrement de l'URSS, il est devenu une légende volante, transportant des cargaisons trop grandes pour tout autre avion. Mais en février 2022, pendant l'invasion russe, il a été détruit à l'intérieur de son hangar à l'aéroport de Hostomel. La plupart pensaient qu'il était perdu à jamais. Maintenant, l'Ukraine veut le ramener, et ils ont déjà commencé. Mais comment ressusciter un mastodonte unique à partir des ruines? Combien d'argent cela coûtera-t-il? Et surtout, quand pourra-t-il voler? C'est l'histoire de dommages de guerre, de fierté nationale et d'un retour impossible déjà en cours. Seule la guerre froide pouvait justifier la construction d'un avion aussi absurdement massif. Dans les années 1980, l'Union soviétique avait besoin de quelque chose que personne n'avait jamais tenté. Une plateforme volante assez grande pour transporter la navette spatiale Buran et la fusée Energia à travers les continents. Cette demande n'a pas seulement repoussé les limites, elle les a déchirées. La solution était un avion qui allait bien au-delà de l'An-124. Ce qu'ils ont conçu était presque une nouvelle espèce de cellule, l'Antonov An-225. Il a conservé la même disposition haute voilure et la même philosophie de fret général de l'An-124, mais presque tout le reste a été étiré. Plus grande envergure, cadre plus lourd, plus de puissance. L'An-225 était équipé de 6 turboréacteurs Progress D18T, de 32 roues et d'un système unique de double stabilisateur vertical monté sur une queue en T. Aucun avion de cette taille n'avait jamais volé avec cette configuration, et cela nécessitait une approche totalement nouvelle de l'équilibre structurel. Les ingénieurs ont dû réimaginer comment le stress se déplaçait à travers la structure de l'avion. Transporter des charges surdimensionnées sur le fuselage créait une instabilité aérodynamique massive, surtout à grande vitesse. Les moteurs devaient être placés pour compenser les déséquilibres de couple, la contrainte de flux de carburant et la flexion des ailes. Même le train d'atterrissage devait être fabriqué sur mesure pour répartir le poids sur suffisamment de points de contact afin d'éviter d'endommager la piste. Malgré les casse-têtes de conception, le premier vol a eu lieu le 19 décembre 1988. En quelques mois, il a stupéfié le monde de l'aviation au Salon du Bourget de 1989. Les foules ont regardé l'An-225 s'élever dans les airs avec la navette Buran fixée à son dos, une image tout droit sortie de la science-fiction. L'avion était un monument volant à l'ambition soviétique qui disait à l'Occident « Nous pouvons construire n'importe quoi ». Mais alors que la guerre froide s'estompait et que le programme spatial s'effondrait, l'An-225 avait besoin d'un nouveau but. Et ce qui est venu ensuite a transformé cette merveille militaire unique en une légende civile. Au début des années 2000, la guerre froide était terminée et le programme de la navette Buran était abandonné. La plupart des gens s'attendaient à ce que l'Antonov An-225 reste stationné pour toujours, une relique trop coûteuse à entretenir. Mais en 2001, il a été retiré du stockage, modernisé et certifié pour des opérations de fret commercial. À partir de ce moment, il a trouvé une seconde vie dans un monde complètement différent. Une fois modifié avec des équipements électroniques de vol mis à jour et des systèmes renforcés, l'An-225 a commencé à faire ce qu'aucun autre avion ne pouvait. Il a transporté des générateurs de plusieurs tonnes, des chars de combat et des éoliennes entières, des cargaisons qui prendraient des semaines à être expédiées par mer, ou ne pourraient être déplacées par voie terrestre. Sa capacité de charge utile, sa vitesse et ses capacités de chargement surdimensionnées en ont fait l'option incontournable pour les missions impossibles. Il n'a pas seulement accompli la tâche, il a établi plus de 200 records mondiaux. De la charge utile la plus lourde au fret le plus long, en passant par l'altitude la plus élevée, avec fret de sa catégorie. Dans l'industrie du transport aérien de fret, l'An-225 est devenu connu comme la dernière option. Quand rien d'autre ne fonctionnait, c'était l'avion qui répondait à l'appel. Son travail n'était pas non plus limité à l'industrie. Pendant la pandémie de Covid-19, il a effectué des vols d'approvisionnement d'urgence à travers l'Europe et l'Asie, transportant des équipements de protection et des matériaux médicaux lorsque les chaînes d'approvisionnement étaient bloquées. Ces missions n'étaient pas symboliques. C'étaient des vols à haute capacité qui respectaient des délais serrés, quand des vies en dépendaient. Et quelque part, en cours de route, cela est devenu plus qu'une machine. L'An-225 a acquis un public mondial. Des foules se rassemblaient dans les aéroports pour le voir décoller. Des passionnés suivaient ses trajets en ligne. Des photographes traversaient des pays pour apercevoir l'avion roulant sur la piste. Chaque apparition devenait un événement public. Mais même les légendes ne peuvent pas voler éternellement. L'An-225 a toujours été un exemplaire unique. Et en 2022, cela le rendait plus vulnérable que jamais. En seulement 24 heures, l'avion le plus emblématique du monde a été réduit à un squelette brûlé. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine.
L'un des premiers objectifs stratégiques fut l'aéroport de Hostomel, juste à l'extérieur de Kiev, domicile d'Antonov Airlines et du légendaire An-225. Alors que les forces russes prenaient d'assaut l'aérodrome, les tirs et les frappes aériennes perçaient les hangars, les pistes et les avions stationnés. Pris au milieu de tout cela se trouvait le Mriya. L'An-225 ne volait pas à ce jour-là, il subissait une maintenance, partiellement démonté et complètement immobilisé. Alors que la bataille s'intensifiait, l'avion est resté piégé dans son hangar. Lorsque la poussière est retombée, les troupes ukrainiennes ont repris Hostomel. Cependant, c'était trop tard, Mriya avait disparu. Le cockpit avait été ouvert par une explosion. Les ailes se sont effondrées. Toute la section avant a brûlé. Seuls des morceaux brûlés de la structure de l'avion restaient, carbonisés et brisés, sous un toit en ruine. Presque immédiatement, un flot de questions a suivi. Pourquoi n'avait-il pas été évacué plus tôt? Aurait-il pu échapper à un autre aéroport? Y avait-il le temps de le sauver avant que l'invasion n'atteigne Kiev? Pour de nombreux Ukrainiens, cette destruction a été ressentie comme une perte évitable, et peu ont été plus véhéments que Dmytro Antonov, le pilote en chef de l'avion. Dans une vidéo publique, il a directement critiqué la direction d'Antonov pour avoir ignoré les avertissements, échoué à agir et laissé l'avion exposé. Ces paroles ont provoqué des ondes de choc dans le monde de l'aviation. La vidéo a déclenché des enquêtes internes, un tollé public et des accusations de négligence. Les responsables se sont précipités pour expliquer les décisions prises dans les heures précédant l'assaut. Le service de sécurité ukrainien a finalement ouvert un dossier pour sabotage ou mauvaise gestion possible. L'image de l'AN-225 détruit s'est rapidement répandue. Les pilotes, ingénieurs et passionnés d'aviation du monde entier ont réagi avec incrédulité. Dans les cercles de l'aviation, c'était une énorme tragédie. Alors que les cendres refroidissaient, une question a commencé à émerger des décombres. Mriya pourrait-elle revenir? Avant que le premier AN-225 ne vole jamais, un deuxième avait déjà commencé à prendre forme. Les planificateurs soviétiques ne rêvaient pas seulement d'une Mriya, ils avaient commencé à en construire deux. Le premier a pris son envol, le second est resté derrière, à moitié terminé, attendant une mission qui n'est jamais venue. Lorsque l'URSS s'est effondré au début des années 1990, les travaux se sont complètement arrêtés. Ce qui restait, près des 2/3 d'un avion complet, a été enfermé dans un entrepôt. Ce fuselage oublié pourrait maintenant être la clé de tout. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais été achevé, mais sa structure a survécu, intacte face à la guerre et au temps. Et aujourd'hui, il est positionné comme le cœur de la reconstruction. Pas une réplique, mais une véritable continuité. L'effort commence à partir d'aluminium, d'acier et de rivets qui sont restés tranquillement pendant des décennies. La reconstruction bénéficie d'un autre coup de pouce grâce à la profonde familiarité d'Antonov avec l'AN-124. Les deux cellules partagent plus qu'un simple ADN de conception. Train d'atterrissage, ensemble d'ailes, composants de cockpit, beaucoup peuvent être adaptés directement à partir du stock existant. Encore mieux, 35% de ce qui est nécessaire pour compléter le nouveau Mriya existe déjà. Cela a été enregistré, vérifié, et dans certains cas, sorti des entrepôts pour inspection. Ensuite, il y a l'épave. Le Mriya original, détruit en 2022, n'était pas complètement perdu. Certaines pièces, des cloisons renforcées, des aménagements intérieurs, des composants électroniques scellés sont encore utilisables. Les ingénieurs prévoient d'extraire ce qu'ils peuvent, en cannibalisant l'ancien avion pour donner vie au nouveau. Rien de tout cela n'est rapide, rien n'est garanti. Mais cela se produit. À partir de hangars rouillés et d'épaves tordues, l'Ukraine assemble quelque chose que le monde pensait disparu à jamais. Le prochain défi consistait à transformer des pièces vieilles de plusieurs décennies en un avion moderne, prêt à voler, et à le financer, car construire un géant de ce type signifie ouvrir la porte à un chiffre encore plus important, le coût. Aujourd'hui, l'Antonov AN-225 de mai avait été conçu à l'époque soviétique, mais sa renaissance est portée par une force beaucoup plus moderne, le soutien mondial. Ce qui avait commencé comme un effort de récupération nationale s'est transformé en quelque chose de plus grand, une campagne internationale alimentée par des passionnés d'aviation, des entreprises technologiques et des gestes symboliques qui traversent les continents. Peu après la destruction à Hostomel, la communauté aéronautique a commencé à s'organiser. Des bénévoles ont créé des collectes de fonds en ligne. Les ingénieurs ont partagé des plans techniques. Même des constructeurs de maquettes et des amateurs se sont impliqués, produisant des répliques détaillées pour sensibiliser et recueillir des fonds. En Ukraine, plusieurs startups ont commencé à imprimer en 3 dimensions des maquettes à l'échelle du Mriya, les vendant dans le monde entier pour soutenir l'initiative de reconstruction. Chaque modèle était accompagné d'une histoire, d'une mission et d'une contribution financière petite mais significative. L'un des plus grands signes de soutien est venu de Microsoft. Début 2023, l'AN-225 a été ajouté à Microsoft Flight Simulator avec des dynamiques de vol détaillées et une fidélité visuelle. Les recettes du téléchargement de l'avion ont été promises pour aider à financer les efforts de restauration.
Pour des millions de joueurs, piloter le Mriya numériquement est devenu un moyen de contribuer dans le monde réel. Les dons ont commencé à arriver du monde entier. Des particuliers aux États-Unis, des clubs d'aviation en Allemagne et des organisations au Canada et au Japon ont envoyé de l'argent, des pièces et une assistance technique. Le soutien n'était pas toujours d'une grande ampleur, mais il était persistant et il rappelait à tous les observateurs que cet avion n'appartenait pas seulement à l'Ukraine. Il appartenait au monde. Même le milliardaire Richard Branson a pris note. Bien qu'il n'ait pas engagé de financement, il s'est exprimé publiquement en faveur du projet et a montré une volonté d'aider. Ce genre d'attention, même sans chèque signé, importe. Cela donne de la visibilité au mouvement et le place dans les salles de conseil et les cercles de décision qui pourraient autrement l'ignorer. Ce type de reconstruction ne progresse pas grâce à l'ingénierie seule. Il dépend des personnes prêtes à le soutenir, à appuyer l'idée bien avant que l'avion ne quitte jamais le sol. Et bien que l'attention mondiale soit utile, la prochaine phase nécessite quelque chose de beaucoup plus concret. Des financements réguliers, substantiels et soutenus. Faire revivre l'AN-225 signifie mettre à niveau une machine des années 1980 pour répondre aux exigences des années 2020. Et ce défi va bien au-delà de la réparation du métal ou de la réinstallation des systèmes de contrôle. Chaque partie de l'avion, moteur, câblage, avionique et matériaux, appartient à une époque qui n'existe plus. Les moteurs D-18T d'origine étaient puissants. Mais selon les normes d'aujourd'hui, ils sont dépassés. Ils consomment trop de carburant, produisent trop de bruit et ne respectent pas les réglementations internationales sur les émissions. Pour voler mondialement, le Mriya reconstruit aurait besoin de moteurs plus silencieux et plus propres, mais les remplacer n'est pas simple. De nouveaux moteurs signifient de nouveaux pylônes. De nouveaux pylônes signifient un renforcement structurel. Chaque changement déclenche une autre refonte. Plus les ingénieurs creusent, plus ils découvrent de complexité soviétique. Beaucoup des documents originaux n'ont jamais été numérisés. Certaines pièces n'ont pas été fabriquées depuis des décennies. Pire encore, les personnes qui ont construit le premier avion prennent leur retraite ou sont déjà parties. Les lacunes de connaissances s'étendent à chaque sous-système, et la rétro-ingénierie nécessite souvent de deviner à partir de plans jaunis et de schémas archivés. Ensuite, il y a le problème de la deuxième cellule. Bien que similaire, elle ne correspond pas parfaitement à l'appareil détruit. La géométrie est proche, mais pas identique. Les composants récupérés de l'épave ne s'alignent pas toujours. Cela oblige à des ajustements des deux côtés, en modifiant les nouvelles pièces pour s'adapter aux anciens modèles, ou en remodelant la structure pour s'accommoder de ce qui est disponible. Chaque compromis ajoute de la complexité, et chaque couche de complexité ajoute des coûts. Les estimations approximatives placent la reconstruction de base à environ 500 millions de dollars, mais cela ne couvre que le retour en vol de l'an 225. Une modernisation complète, de nouveaux moteurs, des systèmes mis à jour, des certifications occidentales, pourraient faire grimper le prix à près de 3 milliards de dollars américains. Pour contexte, cela dépasse le coût de développement de certains avions de ligne commerciaux. Reconstruire une légende est un défi. La rendre viable dans le ciel moderne en est un autre. Et pourtant, malgré tout cela, le projet continue d'avancer, car pour l'Ukraine, cet avion signifie bien plus que la simple capacité de lever des charges lourdes. Quand votre nation est assiégée, reconstruire un avion, est-ce un acte d'espoir ou de déni? À l'intérieur de l'Ukraine, l'idée de redonner vie à l'an 225 a déclenché un débat interne acharné. D'un côté se trouve la fierté nationale, les ingénieurs, les pilotes et les civils qui voient le Mriya comme un symbole digne d'être sauvé. De l'autre côté, il y a les sceptiques, se demandant si c'est le moment de financer un projet aéronautique aussi massif, alors que les besoins fondamentaux restent sous pression. La guerre a épuisé les ressources de l'Ukraine. Les routes ont besoin de réparation. Les hôpitaux sont sous pression constante. La logistique militaire demeure une préoccupation quotidienne. Dans ce contexte, investir des centaines de millions, voire des milliards, dans un seul avion peut sembler un luxe que peu peuvent justifier. Les critiques soutiennent que cet argent pourrait financer la production de drones, reconstruire des villes ou réapprovisionner les services essentiels à travers le pays. Pourtant, le gouvernement n'a pas reculé. Le président Volodymyr Zelensky a présenté la reconstruction comme une déclaration, non seulement aux Ukrainiens, mais au monde entier. Dans ses discours, il a décrit le projet Mriya comme une démonstration de résilience, un exemple de ce que l'Ukraine peut accomplir malgré la destruction. Il s'agit moins de praticité que d'héritage, de dire à la Russie et à chaque futur agresseur « Nous ne faisons pas que survivre, nous reconstruisons ». Il y a aussi un aspect stratégique dans cette histoire. Un AN-225 restauré pourrait servir d'ambassadeur volant, apparaissant lors de salons aéronautiques et de missions humanitaires, attirant l'attention partout où il atterrit. Sa seule présence pourrait influencer les gros titres,
orienter les opinions et maintenir l'Ukraine sous les projecteurs bien au-delà du champ de bataille. Ce type d'influence, bien que difficile à quantifier, possède un réel pouvoir diplomatique et de collecte de fonds. Mais plus la reconstruction prend du temps, plus les questions se multiplient. Certains craignent que le projet ne devienne un gouffre financier. D'autres le voient comme un symbole national nécessaire. Coûteux, oui, mais chaque dollar en vaut la peine s'il aide à maintenir le pays uni pendant sa période la plus difficile. Il n'y a pas encore de verdict final, juste la tension entre le symbolisme et la survie. Et cette tension est précisément ce qui rend l'avenir de l'an 225 si incertain et si puissant. L'Antonov An-225 représentait l'ambition, et son retour évoque quelque chose d'encore plus grand. Le reconstruire signifie plus que restaurer un avion. Cela signifie restaurer une identité. Cependant, peu importe comment cette histoire se termine, le monde regarde. Pour plus d'histoires d'aviation comme celle-ci, assurez-vous de suivre et de rester à l'écoute.